Ça va François, ça tourne? Allez, on y va. Bienvenue dans Destination Montagne. Aujourd'hui, on vous apprend à survivre en moyenne montagne et en haute montagne, pourquoi pas. Salut Stéphane. Bonjour Quentin. Tu es guide, accompagnateur en moyenne montagne. Accompagnateur en montagne, tout à fait, oui. Voilà, et accessoirement, enfin surtout, c'est pour ça qu'on est là, tu es le directeur, le grand boss de l'Académie des techniques de survie en montagne. Ça, tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait expliquer aux gens, permettre aux gens de mieux comprendre les problématiques qu'ils peuvent rencontrer s'ils vont en montagne ou d'ailleurs en outdoor d'une façon générale, et comment s'en sortir si on est vraiment pris dans une situation dégradée, difficile, qui peut parfois malheureusement mal finir. Alors on n'est pas dans Koh-Lanta, hein, c'est ça que tu dis? Rien à voir. D'accord. Par contre, MacGyver, ça oui. MacGyver, oui. Ok. Oui, MacGyver, il s'en sort avec un superbe Opinel TV8? C'est pas mal un Opinel, c'est pas mal. En plus, on est en Haute-Savoie, je te dirais pas le contraire. Maintenant, sincèrement, si les conditions sont un peu difficiles, ça va être un peu limite. Ok, on va aller voir ça. En attendant, on vous laisse avec le dossier du jour. À tout à l'heure. Nous sommes au cœur du massif des Bauges. La tourbière des Creusates est un site calme et précieux. Formée il y a plus de 14 000 ans, elle accueille des espèces végétales et animales rares. La tourbière est donc protégée depuis 1985. Mais ici, le danger vient de l'intérieur. Les épicéas grignotent petit à petit l'espace. Le parc naturel régional du massif des Bauges a donc lancé un chantier de réouverture de la tourbière. Il y a 3 objectifs en fin de compte. Le premier, c'est de restaurer ces milieux de périphérie et de tourbière, parce que l'épicéa arrive en concurrence avec la zone humide. Donc c'est vrai que ça pompe beaucoup d'eau, les épicéas. Donc on vient justement alléger et garder la ressource en eau sur le site. Ensuite, restaurer ces milieux ouverts, puisque naturellement, c'est la forêt qui gagne. On regarde la rareté de site, on vient freiner un peu la dynamique naturelle. Restaurer aussi des espaces de pâturage, puisque c'est vrai que c'est des beaux espaces de surface pastorale. Et puis le dernier objectif, puisqu'on est aussi sur le plateau de Savoie-Grand-Revard, c'est aussi sensibiliser. Pour compléter ce chantier de près de 30 000 €, le parc a lancé une opération de mécénat populaire auprès de la Fondation du patrimoine. Une première en Savoie pour un patrimoine naturel. 4 000 € doivent être collectés. C'est important de la préserver justement par ses qualités un peu particulières. On ne trouve pas des tourbières de ce type en altitude, pas beaucoup. Et puis surtout par le nombre d'espèces protégées qui y sont. Parfois quand on dit on protège, ça veut dire qu'on exclut ou qu'on... Mais là, la mesure de protection, ce n'est pas quelque chose sous globe. C'est vraiment quelque chose qui doit vivre, mais dans certaines conditions. Et je pense que oui, si on en fait l'information, les gens sont tout à fait réceptifs à ça. Le site est évidemment remarquable par sa beauté, par son emplacement. Il y a des milliers de gens qui viennent se promener autour de cette tourbière. Et pour l'entretien de ce site, il y a tout ce débardage à cheval que l'on vient de voir. Et c'est un savoir-faire hors du commun qu'il convient aussi de protéger quelque part. Et la souscription permet à la fois de sauver le site et de financer de tels professionnels qui se font maintenant très rares. Le débardage au cheval et les coupes se poursuivent encore quelques jours avant la neige. Le chantier prendra fin l'année prochaine. La tourbière retrouvera alors toute sa tranquillité entre génisses et libellules. Bon, ça y est Stéphane, hein, je pense qu'on est bien paumé là dans la forêt, non? Ouais, on dirait bien, oui, effectivement. Eh ben voilà, il va falloir que tu joues ton rôle. Sauve-moi, comment je dois faire pour survivre dans cette forêt hostile pleine de neige? Écoute, sois pragmatique. Première chose, regarde si tu peux pas contacter les secours. Oui, j'ai regardé, il n'y a pas de réseau ici. Pas de réseau? Non. D'accord. Bon, à partir du moment où tu n'as pas de réseau, le deuxième point, c'est ok, tu peux compter sur toi. D'accord. Donc il faut que tu priorises. C'est quoi le risque majeur dans un climat comme celui-là, cette période de l'année? Qu'est-ce qui fait que tu peux y passer? Bon, écoute, j'aurais tendance à te dire, parce que j'ai un esprit plutôt conquérant et belliqueux, que j'ai envie d'égorger un cerf à main nue et de le manger cru. C'est pour ça qu'on est là ou pas? Moi, je peux tenir sans manger un bout de temps. Et je pense que toi aussi. Ouais, sans tu boire seras aussi. mort de choses. Ouais.
Bon, bah alors deuxième élément, bah, la neige. Hein. Il fait froid, on est en montagne, il va faire noir d'ici pas longtemps, donc on risque de se les geler. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Donc, pour pas te geler, il faut quoi? 2 choses. Abri, feu. Ok. Bah, ça, c'est la priorité. Tu vas m'apprendre à faire ça. Un abri, est-ce que ça peut être une grotte, par exemple? Ah bah carrément. Si tu trouves quelque chose de déjà fait, prends-le. Ah bah écoute, on en a trouvé une qui est vraiment pas mal. C'est la grotte de Bange. Regardez. Changement de décor et d'équipement, on a mis la veste de pluie parce qu'ici, sur le versant sud du Semnoz, aujourd'hui il fait pas top. Mais c'est pas grave, on va aller visiter une grotte. On se met bien au chaud ou au froid à l'intérieur. C'est la grotte de Bange. Pour atteindre la grotte, il faut d'abord se rendre au village d'Alève. Et on se gare. Attention, avis aux promeneurs visiteurs des grottes de Bange, vous êtes à côté d'une carrière, donc téléphonez toujours à ce numéro afin de savoir s'il n'y a pas des tirs de mine. Ça pourrait peut-être vous sauver la vie. Alors attention, après environ 200 mètres de montée, il ne faut pas continuer le chemin principal, il faut prendre un petit chemin qui n'est pas très visible et qui part vers la gauche, en droite ligne, vers la barre rocheuse où se trouve la grotte. Tout commence il y a bien longtemps sous le règne de Saint Louis. Un seigneur ayant fait vœu de pauvreté se décide d'aller à pied à Rome. Alors il passe par divers patelins, dont le patelin d'Alève. Le pèlerin est accueilli par Eustache, un vieil homme célibataire qui a un fils et qui l'accueille donc chez lui, ici dans les environs d'Alève. Le problème, c'est qu'Eustache est sacrément cupide. Il remarque au cou du pèlerin une croix en or. Il se dit donc qu'il y a de l'argent à se faire. Il le tue à coups de hache et il vient mettre sa dépouille dans la grotte de Bange. Eustache dit à son fils que l'homme est parti, mais quelques jours plus tard, il se retrouve en pleine forêt, un orage éclate et Eustache n'a d'autre choix que de venir se réfugier ici, dans la grotte de Bange, jusqu'au fond, et il se perd. Petite parenthèse à l'histoire, le chemin se resserre ensuite et passe par une tranchée artificielle d'1 mètre de hauteur creusée entièrement à la main au 19e siècle pour permettre à la reine de Hollande, Wilhelmine, alors en cure à Aix-les-Bains, de venir s'y promener. Et oui, sa coiffe était beaucoup trop haute et il était hors de question de l'enlever. Bah on avait peur de rien à l'époque. Mais revenons à notre histoire. Eustache est dans le noir le plus complet. Il arrive au fond de la grotte, il cherche son chemin à tâtons et soudain, une main glaciale le prend et l'entraîne au fond de ce lac. Devinez qui c'était? Le pèlerin qu'il avait tué quelques jours auparavant. Il paraîtrait que quelques années après, on aurait retrouvé des ossements humains dans cette grotte. Maintenant, ça reste une légende. À vous de voir. En fait, tu cherches du bois, il faut qu'il soit à la fois très fin et qu'il casse bien net entre les doigts. À partir du moment où ça casse bien net, avec un bruit bien caractéristique, tu es sûr que c'est sec. Il va nous en falloir 2 bons gros fagots. 2 bons gros fagots. Ah ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot, ouais. Si ça plie un petit peu, tu risques d'avoir un bois qui va donner de mauvaises surprises et qui ne brûlera pas bien. Bien sec. Là, c'est bon. Et pas sec. Voilà. Pour être conifère, c'est rarement un problème. Mais bon, il y a des fois... Et donc là, cette méthode-là, elle va nous prendre 1 heure. Non, ça c'est la méthode rapide. Ok. Quand ton bois est un petit peu humide, la seule solution c'est que l'allume-feu que tu vas utiliser, il faut que tu aies un allume-feu qui dure suffisamment longtemps pour pouvoir, entre guillemets, légèrement un peu sécher ton bois. Ouais. Si tu mets un allume-feu qui brûle comme ça très vite, ça va pas fonctionner. Parce que le principe de base quand tu fais un feu, il faut que la première flamme, qui est petite, rapidement se propage au bois, de tout petit diamètre, ça monte en température. Tu montes en température doucement et tu peux après progresser, aller sur du bois. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on utilise? Un zip? Non, tu pourrais, ça serait une bonne idée d'en avoir toujours un avec soi. Mais là, on va utiliser autre chose. Bien Stéphane, oui. Tu disais que TV8 Mont Blanc allait pas nous sauver la vie. Tu parles, ouais? Non, très bien, t'en as un petit peu. Mais regarde, moi quand je me balade, j'anticipe. Donc j'attends pas d'en avoir vraiment besoin. L'anticipation. Quand j'en trouve, j'en prends. Ah oui, d'accord, il y a quand même une différence. Hein. Ouais, ça c'est mieux. Hein. Et donc ça brûle super bien. Ça brûle très bien, ouais. Okay. C'est un plein d'utilisation, mais celle qui nous intéresse là pour l'instant, c'est ça. Dis ça, c'est du bon matos. Hein. Ça, ouais. Ça, c'est 100% naturel et ça peut vraiment te sauver la mise quand c'est vraiment humide pour démarrer ton feu. Dans ce genre de milieu. Ouais. Voilà un autre matos qui pourrait vous sauver la mise dans certaines situations. Dans la Minute Matos cette semaine, où est Charlie? Les sacs de survie de chez Gerven, une marque norvégienne, sont bien plus polyvalents que des couvertures de survie classiques.
Vous pourrez vous en servir comme sac de protection et de bivouac, comme poncho, comme cape de pluie. Vous pourrez fabriquer un abri puisqu'il y a 4 œillets pour les fixer. Et enfin, last but not least, vous pourrez les utiliser en guise de sac de protection pour les situations d'urgence et gagner une bonne dizaine de degrés en vous réfugiant à l'intérieur. Utilisé par l'armée norvégienne depuis plus de 30 ans, le modèle de base de cette bâche duvet est fait de Primaloft et est revêtu à l'intérieur d'aluminium. On trouve des modèles pour 2 personnes, d'autres avec une doublure intérieure. Ces sursacs sont tous livrés avec des manchons de protection pour les bras, un drapeau pour se signaler en cas d'urgence et une housse de rangement. Garantie de la qualité du produit, le prix qui oscille entre 150 et 400 € selon les modèles. Comme vous dites, c'est plutôt cher. Regarde, ça marche super bien. Je t'amène la deuxième nappe de plancher là. Super plancher. Là, comme ça, de la lame. Ouh là là! Ah oui, d'accord. Ok. Pas sur ta chaussure. Ouais. D'accord, là-dessus. Mets-toi à ma place. Ok. L'idée du nœud, c'est qu'il se défait en tirant dessus. Un autre chaise, si tu tires dessus, il se bloque. Ces nœuds-là, l'avantage, c'est qu'ils font le boulot qu'on leur demande. Après, ça se débloque aussi facilement. Bah, le chest, ça se débloque facilement. Ouais, mais celui-là, encore plus facilement. Mets-moi plus de résine là, c'est pas résiner là, on veut que ça s'allume. Ok. Faut pas Faut que résiner. ça s'enflamme. Ça marche pas? Ouais, si. Oh là Voilà, oui! mais viens te mettre tout près. Wow, Voilà, ça c'est bingo. incroyable! Ah, ok, maintenant tu vas, En une fois? venir tenir ça juste au-dessus. Juste au-dessus, comme Voilà. ça. Donc on aère un peu, hein. On pousse Voilà. pas parce que sinon Pousse ça... pas trop, mais après c'est juste équilibre entre être en contact avec la flamme. Là on va compter sur la résine parce que le coton va brûler vite. Oui. Le sketch de l'escalier. Salut, de la cave. Hein. Hop, ça. Donc ça va nous protéger du vent. Hein. Ouais. Uniquement. En même temps, comme c'est aluminisé, à partir du moment où on allume un feu juste devant, nous on est derrière, on a la chaleur directement du feu, et on a la chaleur en plus du feu qui vient se refléter, enfin, rebondir entre guillemets si je puis dire, sur la partie aluminisée qu'on prend dans le dos. Le coton va un peu sécher le bois et puis la résine prend le relais. C'est surtout que le coton va en fait, en brûlant, va enflammer la résine, et c'est la résine qui va prendre le relais qui va brûler plus longtemps. Il faut juste que tu n'écrases pas trop. D'accord. D'accord. Ah oui. Voilà. C'est vrai que quand j'aère, ça a l'air d'être un peu mieux. Ouais. Voilà. Après, il y a l'équilibre à trouver entre j'aère trop et ça brûlera jamais, j'aère pas assez, j'écrase et j'étouffe. Voilà. Bon, on est bon là. Donc après, regarde, on n'aura plus qu'à mettre ça là, comme ça. Là, il faut qu'on dégage un peu le terrain. Ouais. On isole, après. Un petit nid douillet. Ça a l'air de bien prendre, hein. Ouais, ben, c'est très humide. Maintenant, Là, c'est bon. c'est un jeu de patience. Après, il faut monter vraiment progressivement. On peut monter avec du petit bois un peu humide, mais bon, plus il sera sec, mieux ce sera forcément. Parce que quand le bois est un peu... le feu est encore faible, donc il y a encore un peu de mal à sécher notre bois qui est humide pour l'instant. Mais après, un feu, une fois qu'il est bien parti, tu peux le faire tourner même sous une grosse pluie. C'est une question entre la quantité d'eau qui tombe dessus et qui essaye de l'éteindre par rapport à la chaleur qui dégage. Ouais. Là, on a un plat, on est protégé du vent là-bas derrière nous. Donc on a eu un bon feu ici. Le mieux, on va se faire avec des branchages, on va fermer un peu ces deux côtés-là, même s'il y a déjà les troncs d'arbres, on va les fermer, comme ça on sera fermé sur 3 faces. On va se faire ici un lit de branchage pour s'isoler du sol. On remet notre feu là et puis on est bon, on survit. on serait bon, on tiendra le coup. Ah bah voilà. Bon, en tout cas, tu nous as offert une belle expérience et de belles images, Je t'en mais prie. c'est pas encore fini. On vous propose la séquence On a cliqué pour vous et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, comme on dit toujours, hein, prudence en montagne. Hein. Toujours. T'es le premier à le dire, hein, quand même. Carrément. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Si l'émission d'aujourd'hui était en mode survie, alors On a cliqué pour vous ne peut pas faire l'impasse sur une page YouTube star de la toile. Il s'agit bien sûr de Primitive Technology et de ses quelques 7 millions d'abonnés. Vous pourrez entre autres apprendre au long de la trentaine de vidéos qui s'y trouvent comment vous faire une jolie petite collection de briques faites main. Avec ça, vous construisez un fourneau qui permet de construire des tuiles. Puis il ne reste plus qu'à faire une charpente, un toit, vous mettez vos tuiles, vous coulez une dalle en bout autour de votre système de chauffage par le sol. Quelques finitions, une porte charmante, et voilà votre petit pavillon. Ces vidéos sans commentaires et avec le son d'ambiance de la forêt vierge attirent jusqu'à 42 millions de visionnages, ce qui force le respect. La construction de l'arc tourne autour de 28 millions de vues, vous trouverez aussi un bras lanceur de flèches et une fronde. Mais notre préféré chez Destination Montagne, ça reste tout de même le casse-noisette géant, tellement plus pratique. À la semaine prochaine.